Il est 23 h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. À la une ce soir, la cérémonie d'ouverture du 63e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, les défis économiques et sécuritaires de la région au cœur de cette rencontre. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, y était représenté par le vice-président Temoko Millet-Kone. À la une également, la cohésion sociale célébrée à Ferkessédougou dans la région du Tchologo, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Célébration autour de l'installation du nouveau chef canton, Tipogo Madou Jonas. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était de la partie. Nous irons également dans ce journal au Gabon où le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a annoncé officiellement ce dimanche sa candidature à la présidence. Il sera bel et bien candidat pour un 3e mandat, la Constitution ne prévoyant pas dans ce pays la limitation des mandats présidentiels. On démarre tout de suite avec ces images du vice-président de la République, Temoko Millet-Kone, et qui est de retour en Côte d'Ivoire après donc quelques jours passés en Guinée-Bissau. Il y représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au 63e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, aux environs de 20h40, vous le voyez sur ces images, le vice-président de la République a été accueilli par les ministres du Transport, Amadou Kone, de l'Éducation nationale, Mariatou Kone, et de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis. Le vice-président de la République est donc de retour au pays, je vous le disais il y a quelques secondes seulement, après donc un séjour en Guinée-Bissau où il prenait part à la session extraordinaire de l'UEMOA et au 63e sommet de la CEDEAO. À l'issue de ce sommet, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a été désigné à l'unanimité par ses pairs pour occuper donc les fonctions de président en exercice de la conférence des chefs d'État. Autre décision, le choix donc de la Côte d'Ivoire pour abriter le siège du secrétariat technique du corridor Abidjan-Lagos. Je vous propose à cet effet d'écouter le vice-président de la République qui représentait donc à ces différentes rencontres le président de la République, Alassane Ouattara. C'est un sommet qui a discuté des questions fondamentales que notre zone connaît actuellement, des problèmes sécuritaires, des problèmes de djihadisme. Et ce sommet a permis d'élire un nouveau président. Le nouveau président élu du Nigeria a pris la présidence de la CEDEAO et il a promis, en félicitant ses pairs pour tout ce qui a été fait, tant sur le plan de la sécurité, il a promis prendre des choses en main et faire de telle sorte que dès un prochain sommet qui aura lieu dans un mois, les dispositions soient prises pour renforcer la sécurité dans la sous-région et prendre en charge toutes ces questions qui aujourd'hui posent des problèmes au développement des pays dans notre sous-région. Bien sûr, d'autres dispositions ont été prises et qui vont permettre de continuer à faire de la CEDEAO un espace qui soit un espace de vie à la fois pour les populations, mais un espace aussi où le progrès va se faire sentir. Et toujours en Guinée-Bissau, la commission des affaires économiques de la CEDEAO, dirigée par l'ivoirienne Massondié Touré Litsé, a lancé le label de la qualité de la sous-région EcoMark, c'est comme ça que ce label s'appelle. C'est un label qui vise à accroître la compétitivité des entreprises, mais surtout à préserver la santé des consommateurs. C'est ce que nous dit Mahama Traoré, il est notre envoyé spécial en Guinée-Bissau. Le processus de mise au point du label de certification de la qualité des produits fabriqués dans l'espace CEDEAO a démarré en 2010 pour prendre fin en 2021. Baptisé EcoQMark, il vise à améliorer la compétitivité des entreprises locales. Le consommateur gagne en sécurité. Comme toute autre marque que vous avez dans le commerce, je pense aux marques NF pour la France ou CE pour les produits européens, quand vous verrez ce logo
sur un produit, vous pouvez être sûr que vous êtes en train d'acheter des produits de qualité. Produits selon certaines normes sanitaires qui respectent des normes environnementales. Lancé ce 8 juillet à Bissau, le label qualité de la CEDEAO sera exclusivement délivré par les organismes nationaux de certification, eux-mêmes préalablement mandatés par la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, ce sera l'affaire de Codinorm. Pour l'heure, aucune contrainte n'est imposée aux entreprises pour voir leurs produits estampillés Ecocumark. On va faire beaucoup de sensibilisation dans nos États membres parce que cette marque elle est exclusive à la CEDEAO. Dans les États membres, auprès du secteur privé, auprès des industriels, pour que chacun s'approprie ce concept et qu'on puisse, à l'instar des autres régions dans le monde, avoir donc ce label-là apposé sur les produits qui sont fabriqués dans notre sous-région. La mise au point de Ecocumark s'est faite avec le concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, et l'appui financier de l'Union européenne à travers le projet Compétitivité et Infrastructure Qualité de l'Afrique de l'Ouest. De retour en Côte d'Ivoire, on évoque le 71e anniversaire de l'indépendance de l'Égypte, occasion de célébrer les 63 années de relations diplomatiques, relations d'amitié et de fraternité entre ce pays et la Côte d'Ivoire. C'était le 5 juillet dernier et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, prenait part à ces festivités. C'est ce que nous rapporte Chantal Akando. 71e anniversaire de la fête nationale de la République d'Égypte. L'événement a rassemblé des membres du gouvernement et un parterre de personnalités diplomatiques et associatives. L'ambassadeur d'Égypte, Dr Wael Badawi, a souligné les 63 ans de relations diplomatiques fructueuses entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Cette coopération a permis de nombreuses réalisations dans des domaines tels que l'infrastructure, le commerce, la diplomatie politique, la lutte contre le terrorisme et la coopération humanitaire. En tant qu'ambassadeur d'Égypte à Abidjan depuis 4 ans, je suis particulièrement fier du travail que nous avons pu effectuer ensemble. Nous avons renforcé le dialogue politique avec la tenue des premières consultations politiques de haut niveau entre les ministères des Affaires étrangères. Et nous prévoyons de tenir la seconde session de ces consultations avant la fin de l'année au Caire, en préparation pour la prochaine session de la Grande Commission mixte. Une coopération solide qui renforce les liens bilatéraux entre les deux pays et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de développement mutuel. Parle diplomatie et toujours, le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire près le Saint-Siège a officiellement pris fonction. Patrice Kofi a été reçu par le pape François, à qui il a présenté ses lettres de créance. Le diplomate Sakaria Kone a également présenté ses lettres de créance, lui, au président du Zimbabwe. Il est le premier ambassadeur, notez-le, premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Zimbabwe depuis donc l'ouverture des relations entre les deux pays. Abdoulaye Kone. Son Excellence Vanga Patrice Kofi remet aux dirigeants pontifs les copies figurées des lettres par lesquelles le président de la République Alassane Ouattara a bien voulu l'accréditer auprès du Saint-Père, le pape François. Désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Saint-Siège, son Excellence Vanga Patrice a offert au Saint-Père les armoiries en cristal de la République de Côte d'Ivoire. Il présente lui aussi ses lettres de créance au président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Son Excellence Sakaria Kone est donc le premier et nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Zimbabwe. Je suis très heureux que le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ait souhaité que cela se concrétise. Cela fait suite à la visite de son Excellence Emmerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, en Côte d'Ivoire, où les deux frères ont échangé et compris la nécessité de se donner la main pour faire avancer notre agenda au niveau national, continental et international. Je suis donc très heureux et honoré d'être à Harare et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec mes collaborateurs afin de faire avancer notre partenariat en matière de commerce, du tourisme, d'agriculture et d'interaction B2B entre nos deux pays et nos deux communautés d'affaires. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire était accompagné pour la circonstance du conseiller en charge du Zimbabwe. Il est par ailleurs ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud et aux îles Maurice.
On change complètement de sujet. Dans le cadre de la 5e réunion interministérielle Union européenne-Union africaine, une table ronde a été organisée. Table ronde sur la valorisation des produits agricoles africains, surtout sur leur commercialisation. À l'occasion donc, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, a présenté les acquis de l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana pour le cacao. C'était au siège de la FAO. On y retourne avec Mamadou Kwasi. L'intégration commerciale régionale au cœur de cette table ronde de la 5e réunion interministérielle de l'Union européenne et de l'Union africaine au siège de la FAO. L'attention des intervenants a été attirée par les actions de l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana pour le cacao. Face aux délégués de l'Union européenne et de l'Union africaine, le secrétaire exécutif plaide pour les intérêts des producteurs qui ne perçoivent que 6% de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, tout ce qui se met en place ne prend pas toujours en compte, surtout en termes de régulation, les besoins des planteurs. Plus d'investissement en termes d'infrastructures, en termes de ressources, mais aussi un accompagnement sur ces nouvelles normes dont on parle aujourd'hui, la durabilité. Cela doit prendre en compte les contraintes des planteurs. Propos soutenus par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, qui souhaite une implication de l'Union européenne dans la prise en compte des besoins des producteurs, mais aussi pour un cacao ami de la forêt. Vous voulez zéro déforestation, nous sommes d'accord. Mais zéro déforestation revient à dire qu'on doit soutenir les producteurs à la base, qui font l'essentiel du travail. Et pour les soutenir, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons valoriser le prix du kilogramme, de sorte qu'on n'empiète pas trop sur la forêt. Cette assise a permis aux différentes parties du continent africain de présenter leurs attentes en termes de développement de l'agriculture face au réchauffement climatique. La paix et la cohésion sociale célébrée à Ferkessédougou dans la région du Tchologo. Nous sommes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Célébration autour de l'installation du nouveau chef canton. Il s'appelle Tiepogo Madou Jonas. Célébration en présence donc du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodougou. Démarche lente et rassurante qui symbolise le pouvoir traditionnel. C'est lui le nouveau chef canton de Ferkessédougou. Tiepogo Kwanyang Madou Jonas, ici installé, règne désormais sur le peuple Nyaraforo. Il aura le guider vers le développement. En investissant Tiepogo Kwanyang Madou Jonas, nous voulons non seulement mettre en relief son rôle prépondérant de gardien de nos us et coutumes, mais surtout coller aux réalités actuelles de notre pays avec la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire des rois et chefs traditionnels une alternative crédible pour la recherche d'une société de paix. Cette investiture, en présence de Nana Amon Désiré Tanoué, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qui avait à ses côtés une forte délégation venue des autres régions du pays, dont le Poro, la région sœur, a permis au président de la cérémonie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, de rassurer le chef nouvellement installé de son soutien sans faille. Je voudrais vous féliciter, chère population, d'avoir choisi en votre sein celui-là même qui incarne, à mon sens, toutes les valeurs dont un chef doit disposer. Pour ma part, en tant que tutelle, vous aurez compris que mon engagement à ses côtés est total. Présent en personne à cette investiture, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, en sa qualité de parrain, offre un véhicule flambant neuf au chef canton de Ferkessédougou. C'est un autre cadre du Tchologo, le ministre Adama Diawara, qui a lu le discours du parrain. Je me réjouis énormément de la mise en place d'une instance comme la chefferie des cantons du Ferké, car la synergie d'action entre les acteurs gouvernementaux, leur démembrement administratif et les autorités coutumières s'inscrit bien dans ma vision et l'esprit du plan stratégique de développement de la région du Tchologo a le fait d'apporter une plus grande satisfaction aux besoins et attentes des populations à l'égard du service public. Madou Jonas est né le 9 mars 1942 à Ferkessédougou. Il est le deuxième diplômé de l'ENA, issu de ce canton.
Voilà, la paix, un préalable donc au développement. Le développement, il en a été question lors du sommet sur la coopération entre l'Afrique et l'Espagne, développement des villes au cœur donc de ce sommet. La délégation conduite par le ministre Bruno Koné y prenait part. Elle a échangé avec les participants pour partager son expérience, mais surtout prendre part à ces activités. Cette délégation s'est imprégnée justement du modèle espagnol. C'est ce que nous rapporte notre reporter envoyé spécial donc au Sénégal, en Espagne, Sephora Zegui. La nécessité de passer le cap d'une transformation urbaine des villes africaines se pose avec acuité. La centaine d'experts présents à ce sommet Afrique-Espagne a partagé sa vision de ce qui pourrait être le nouveau visage des villes africaines de demain. Pour le ministre Bruno Koné, qui partageait l'expérience ivoirienne en matière de développement urbain, l'urgence, c'est bien la création de nouveaux pôles urbains à la périphérique d'une mégapole comme Abidjan. Nous avons jusqu'à présent retenu 3 sites pour ces développements urbains. C'est au niveau d'Adiama, au niveau de Bingerville et au niveau de Bassam. Bien évidemment, ces villes nouvelles doivent comprendre toutes les évolutions au plan technologique, au plan urbanistique, bien entendu. Mais voilà pourquoi on parle souvent de Smart Cities. Si nous ne le faisons pas, ces développements urbains vont s'imposer à nous, mais de façon catastrophique. Après ce panel, comme pour joindre la théorie à la pratique, la délégation ivoirienne s'est rendue à la mairie de Madrid pour visiter le parc municipal de Retiro d'une superficie de 120 hectares. On voit les trottoirs, on voit les abords de routes et nulle part vous ne voyez quelqu'un s'installer de façon non autorisée. C'est tout cela qui rend une ville agréable. C'est tout cela qui rend notre environnement urbain beau et sain. À côté des questions d'urbanisme, les entreprises présentes dans la délégation ivoirienne ont tissé d'importants partenariats qui touchent tant le domaine des transports que ceux de l'immobilier. On a réfléchi avec des investisseurs localement de mettre en place une centrale d'achat. Et cette centrale d'achat pourra réguler les coûts au moment des difficultés. La première édition du sommet Afrique-Espagne a refermé ses portes ce samedi avec à la clé d'importants projets mixtes entre opérateurs économiques espagnols, africains et ivoiriens. Voilà, le développement des villes africaines au cœur donc des débats à la 2e journée du sommet sur la coopération entre l'Afrique et l'Espagne. On en parlait avec Sephora Zegui, notre envoyé spécial en Espagne. De retour en Côte d'Ivoire, on parle transport urbain à présent, après la phase pilote qui a vu la remise de 40 minicars montés par la Sotra aux entreprises de transport d'Abobo et de Yopougon. La commercialisation est entrée dans sa phase active. La deuxième vague de véhicules Iveco montés par la chaîne d'assemblage de la société abidjanaise de transport a été donc remise aux entreprises de transport. Ce sont 15 minicars concernés donc par cette deuxième phase. Et pour le ministre des Transports, en plus de créer des emplois en faveur des jeunes, cette opération contribue au renouvellement du parc automobile. En France, avec Issa Yeo, on va évoquer l'école de la deuxième chance. On va évoquer précisément cette visite des apprenants en France. Aigleton, localité située dans le département de la Corrèze, sud-ouest de la France. Site des écoles de formation professionnelle. Le programme de l'école de la deuxième chance est une réalité. Une délégation composée des membres du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, et des journalistes sont allés sur les traces de ces jeunes Ivoiriens déjà retenus dans des entreprises en Côte d'Ivoire. Objectif, voir leur formation prévue sur 3 semaines. Les domaines concernés, la mécanique et la conduite d'engins. On avait des rêves à ça, on pensait un jour obtenir quelque chose, un travail. Et vraiment, c'est une bénédiction, une grâce pour moi, c'est un plaisir pour moi. Je suis vraiment contente d'avoir obtenu cette opportunité. Au début qu'on est arrivé, on a commencé dans le premier atelier électrique. On a appris beaucoup de choses. La deuxième semaine, on a visité l'atelier métallerie, on a fait les soudures. En tout cas, mon arrivée ici, ça m'a motivé vraiment. Aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir appris quelque chose
parce que vraiment les formateurs ici, ils ont tout. Ils ont tout, la technologie est là et toutes les pièces qu'on nous montre, tout ce qu'on nous montre est déjà là sur place. En quelques jours d'apprentissage, ils sont nombreux à donner satisfaction, de quoi réjouir les encadreurs. Il y a des gens qui n'avaient pas à manger aujourd'hui, ils ont un métier. Ils ont fait déjà des stages d'immersion sur Abidjan. Ils sont venus en France. Après ce stage, ils iront en entreprise pour aller travailler. À Périgueux, région de la Nouvelle-Aquitaine, toujours dans le sud-ouest, la France, un accent particulier est mis sur la formation en peinture et à la maçonnerie. Les apprenants ne cachent pas leur satisfaction à maîtriser un métier. Ces initiatives de la formation des jeunes en France est le fruit de signatures de conventions entre le ministre Kofi Nguessan et des structures de formation pour une meilleure insertion des jeunes dans le monde du travail en Côte d'Ivoire. Et pour eux, pour nous, une opportunité exceptionnelle, pour eux de venir ici en France, venir découvrir dans nos écoles de travaux publics d'Aigleton les métiers de conducteur d'engin, les métiers de topographe. Et puis pour nous, une ouverture, parce que nos jeunes ici, nous avons un peu plus de 1000 élèves qui sont aujourd'hui dans nos écoles. Et c'est bien parce que ce sont des échanges. Culturellement, c'est important. Ça leur permet de rencontrer des jeunes qui viennent du continent africain. Et voilà. Et donc, c'est une opération gagnant-gagnant. Ce partenariat, c'est pas une surprise, mais il se passe très très bien. Enfin, j'espère, en tout cas, j'espère que nos confrères ivoiriens prennent autant de plaisir à passer du temps avec nous que nous avons à les recevoir. Nous avons conclu un marché avec des clients, nous avons reçu des confrères, nous perdons des amis. Ce qui se passe ici est fort au plan de vue technique, au plan de vue technologique, mais aussi il est très fort au plan humain. Initié par le président de la République Alassane Ouattara, ce programme exécuté par le ministère de l'Enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage, sous la supervision du Premier ministre Patrick Achi, vise à donner une autre chance aux jeunes déscolarisés ou ayant abandonné l'école de s'insérer dans le tissu social. Voilà, une visite donc de la délégation constituée des membres du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage du FDFP, Fonds de développement et de la formation professionnelle, en vue donc de mieux former les jeunes Ivoiriens déscolarisés afin donc de faciliter leur insertion dans le monde du travail. L'activité s'inscrit, vous l'avez compris, dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Et on en parlait avec notre envoyé spécial en France, Issa Tchonan Yeo. Le département de Jacquesville a été considérablement impacté par les fortes pluies qui se sont abattues sur Jacquesville durant toute la semaine dernière. Des pluies qui se sont également abattues sur Abidjan. Une partie de la voie reliant donc Jacquesville à Abidjan a été inondée, ainsi que des habitations et des commerces. Et bien pour certains observateurs, la forte pluviométrie en ce mois de juin n'explique pas en elle seule cette situation. Qu'en est-il réellement? Victorine Yao-Yobo s'est penchée sur le sujet. Axe Jacquesville-Abidjan, non loin du carrefour du village d'Abrebi, la chaussée est inondée par de l'eau venant du marais. Le contact de l'eau a causé de profondes entailles dans le bitume, exposant les usagers de la route au danger. Quand on passe, on est obligé après de faire des révisions. Ça nous met souvent en retard. Lorsqu'il pleut, même, on préfère ne même pas sortir. On fait pareil pour que les gens viennent sauver les gens. Puis la nuit même, il y a des accidents. Même les dimanches, même, vraiment, il y a des accidents. Les buses installées à cet endroit ne suffisent plus à évacuer l'excédent d'eau dû aux fortes pluies qui sont tombées sur tout le littoral durant une semaine. Et pourtant, cette route est la seule voie d'accès à Jacquesville. Vu l'urgence, des agents du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier se sont rendus sur les lieux en compagnie des autorités de la ville. Ça menace la route naturellement parce que l'eau est le plus grand ennemi de la route. Nous sommes aujourd'hui là pour mesurer la chose à sa juste hauteur et remonter l'information à la hiérarchie, de sorte à prendre des solutions idoines dans un temps vraiment très court pour apporter une solution à cette situation et à éviter que la route se coupe. Avec le changement climatique, il est prévu jusqu'à mi-juillet des précipitations sur le littoral ivoirien, ce qui nécessite une mise à niveau de ce type d'infrastructure. Toutefois, certains observateurs pensent que l'action humaine a également contribué au débordement du marais. Il y a beaucoup de bas-fonds dans cette zone-là, assez de bas-fonds.
Et il y a quelques opérateurs qui ont travaillé dans la zone, ils n'ont pas pris le soin même de faire des ouvrages. Il y a des retenues d'eau qui sont dans les petits bas-fonds, là, quand il y a eu il y a la pluie, tout s'est déversé et puis ça a pris la voie. Une visite sur le lotissement en question. Un spectacle désolant. C'est un lotissement qui est mal fait. Mais normalement, on devait chercher la trajectoire du bas-fond d'abord avant de faire cette canalisation. Les plaques d'eau, les mares d'eau étaient là-bas. Le lotissement qui se faisait à côté, en bas des plaques là, c'est l'impact que ça a. Malheureusement, la pression foncière sur le département de Jacquesville se fait de plus en plus forte et le lotissement des surfaces marécageuses se compte par dizaines, ce qui crée un véritable déséquilibre écologique avec d'énormes conséquences sur l'environnement et les populations. J'ai perdu mon beau-père. On doit aller le faire enterrement. Mais on constate qu'il y a la route à se gâter. La voiture ne peut pas arriver ici. Ils m'ont dit que l'eau était beaucoup. Et puis, il était petit amusement. C'est grave. Ce ne sont pas des endroits pour l'habitation. La vie de ces personnes qui vont habiter ici sera tellement menacée. Certaines maladies, le paludisme, la fièvre typhoïde. Des quartiers entiers de Jacquesville gardent encore des traces des pluies, faute d'assainissement. Ajoutez à cela le lac au centre de la ville, qui menace d'envahir commerce et habitation. Les populations attendent une action de leurs autorités. La ville de Jacquesville, quand elle a été dans le début construite, vraiment la population n'était pas assez nombreuse. Il y avait beaucoup d'espaces vides, ce qui permettait à l'eau de s'infiltrer facilement dans le sol. Et avec cette dernière grosse pluie, nous constatons tous que le manque de caniveaux nous crée des problèmes. Jacquesville est une presqu'île située entre la mer et la lagune, avec près de 100 km de mangroves et de marécages, de la baie des Milliardaires jusqu'à l'embouchure du fleuve Bandaman dans le parc d'Azagny. Il est possible d'y développer des activités économiques qui préservent la biodiversité. Ces espaces-là sont propices à l'élevage de poissons, sont propices à la riziculture. Et nous, pourtant, la Côte d'Ivoire continue d'importer du poisson, du riz. Mais pourquoi ne pas développer cette zone qui va profiter à la nation ivoirienne? La chefferie traditionnelle de Jacquesville dit s'essayer déjà à la pisciculture. Aujourd'hui, nous avons commencé avec la pisciculture. L'eau a inondé presque tout, mais comme ces jeunes gens sont courageux, matin, midi, soir, ces personnes-là sont surveillées. La préservation, là, ça nous tient à cœur. Jacquesville se veut une cité balnéaire dédiée au tourisme. Le potentiel est réel. Les acteurs touristiques et les populations comptent sur une politique volontariste des autorités locales et gouvernementales pour positionner Jacquesville comme une destination touristique sûre de la Côte d'Ivoire. Destination le sud de Comoé, où le vendredi 7 juillet dernier, le président du conseil régional, Eugène Akaouele, a procédé au lancement du programme d'entretien routier PER 2023-2025. Notez que le PER 2023-2025 vise à assurer l'accessibilité des villes et villages par des routes carrossables en toute saison, justement, et désenclaver les zones de production agricole pour faciliter l'écoulement des produits. Godefroy Okombawa. La région du Sud Comoé vient de franchir une étape décisive dans son développement. En présence des populations et de tous les acteurs locaux de la région, le docteur Eugène Akaouele, lors d'une cérémonie solennelle, a lancé officiellement le programme d'entretien routier 2023-2025. Inscrit dans la politique gouvernementale du président de la République, Alassane Ouattara, ce programme consistera à réhabiliter les routes existantes, à construire de nouvelles routes et à entretenir régulièrement tout le réseau routier de la région. C'est près de 4 milliards de francs CFA qui vont être injectés dans ce programme d'entretien routier pour les 3 années à venir. Si on ajoute à cela que certains axes sont en train d'être bitumés, que d'autres sont également programmés pour les 2 années à venir, on ne peut que se satisfaire et rendre hommage à son Excellence le Président de la République. Le lancement du programme d'entretien routier 2023-2025 marque une nouvelle ère de développement dans la région du Sud Comoé qui devrait ainsi attirer de nouveaux investisseurs et renforcer son attractivité économique. Depuis 2012,
5 programmes d'entretien routier ont été réalisés avec succès dans la région du Sud Comoé. Le nouveau programme élaboré sur un budget global d'environ 4,1 milliards de francs CFA prévoit le traitement d'un linéaire cumulé d'environ 1614 km de route en terre sur une période de 3 ans. L'objectif ultime est de doter la région du Sud Comoé d'ici à 2030 d'un réseau routier en bon état permettant à tous les habitants de se déplacer en toute sécurité et à un temps de parcours raisonnable. Du sport, dans ce journal, les personnes vivant avec un handicap veulent prendre une part active à la CAN 2023. Elles plaident pour ce faire pour des structures adaptées, des infrastructures donc adaptées. Cela par la voix de l'ONG Espoir Handicap. Et c'est Sephora Zegui qui nous en parle. Réfléchir sur l'existence des véhicules adaptés pouvant transporter les personnes handicapées, des dispositions pour leur participation active, effective et inclusive durant la CAN 2023. Ce sont les objectifs que veut atteindre l'ONG Espoir. Nous avons des expériences à partager avec les différentes commissions. Si l'expérience que nous faisons en Côte d'Ivoire pour la participation des personnes handicapées en Côte d'Ivoire est vraiment effective, l'État peut nous recommander à chaque CAN pour que l'expertise se vende dans les autres pays. Selon un concessionnaire automobile, tout est mis en place pour offrir une bonne CAN 2023 à toutes ces personnes handicapées. Aujourd'hui, les véhicules pour handicapés sont adaptés. Vous savez, il y a des haillons, il y a des rampes et les distributeurs automobiles de la Côte d'Ivoire sont à même justement de fournir ce type de véhicules. Les concessionnaires automobiles s'adaptent à la clientèle et notamment à la clientèle handicapée. Nous, ce qu'on recherche en termes de groupement, c'est de mettre tout le monde en sécurité. L'ONG Espoir Handicap est une organisation non gouvernementale qui entend lutter en recommandant auprès des autorités la création des panneaux de signalisation, des feux tricolores sonores, de telle sorte que les non-voyants puissent traverser la route plus sereinement durant la CAN 2023. Pour rappel, elle est spécialisée dans la défense des droits de l'homme et particulièrement l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. À présent, le 7 sur 7. Le 7 sur 7, c'est l'actualité internationale de la semaine. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi dernier qu'il ne sera pas candidat à un 3e mandat pour la présidentielle de 2024. Il a fermement condamné les violences qui ont suivi la condamnation à 2 ans de prison de son principal opposant, Ousmane Sonko. Cette condamnation a engendré début juin des troubles dans le pays, faisant 16 morts selon les autorités. Le Kenya a indiqué qu'il reportait la réouverture de sa frontière avec la Somalie après des attaques récentes commises sur son sol, attribuées aux islamistes radicaux Shebab. Cette décision intervient après la mort de 5 civils et 8 policiers. La frontière a été officiellement fermée en octobre 2011 en raison des attaques des Shebab qui mènent une insurrection contre le gouvernement fédéral à Mogadiscio depuis plus de 15 ans. Une trentaine de personnes, des civils, ont été tués lors d'une attaque de groupes armés dans le nord du Burkina Faso. Des boutiques ont été pillées et incendiées. Des attaques attribuées aux djihadistes présumés dans l'est du pays. Des hommes armés ont attaqué à Gao un convoi logistique de la mission de l'ONU au Mali. Le 30 juin dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme à la mission de maintien de la paix des casques bleus, un retrait réclamé par Bamako qui se déroulera sur 6 mois jusqu'à la fin de l'année 2023. L'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch a exhorté vendredi dernier la Tunisie à mettre fin aux expulsions collectives de migrants africains vers une zone désertique près de la frontière libyenne. Des centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne se trouvent en situation précaire après avoir été chassés ces derniers jours de la ville de Sfax sur fond de vives tensions avec la population locale. Au moins 2000 personnes se sont rassemblées samedi à Paris contre les violences policières. Elles se sont mobilisées pour exprimer leur colère après la mort d'un adolescent lors d'un contrôle routier. Cette manifestation avait pourtant été interdite dans la matinée par la préfecture de police qui avait mis en avant des risques de troubles à l'ordre public.
L'ONU estime que le Soudan est au bord de la guerre civile totale après qu'un raid de l'armée de l'air sur un quartier résidentiel de Khartoum a tué des dizaines de civils. Les bombardements sur le quartier de Dar es Salaam à Omdurman ont fait, selon le ministère local de la Santé, 22 morts et un grand nombre de blessés parmi les civils. Un commentaire de Herman Guivet qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.